Bonjour, bonjour. Ça y est, il est 9 heures. Mon premier live à 9 heures du matin. Ça va rester une première et peut-être une dernière. Voilà, je vais aller chercher Gaëlle. Aujourd'hui, nous allons parler... Ah bah voilà, te voilà. Nous allons parler de la suradaptation dans le couple. Qui n'a pas été en couple? Qui ne connaît pas ces histoires-là? Personne, je pense. Bonjour à tous. Je vais aller chercher Gaëlle. Ça y est. Normalement, je mets en replay, hein, on est d'accord. Tout va bien se passer. Voilà. Bonjour Gaëlle. Salut à tous. Hop, Enchantée. je vais régler un petit peu mon Pareil. cadrage. Merci pour cette invitation. Bah, merci pour l'accueil de l'invitation, c'est super gentil. Je suis très contente de te rencontrer. Je l'ai dit, je te l'ai dit en privé, mais voilà, je te suis depuis plusieurs années. Alors, pas toujours sur Instagram, mais plutôt sur YouTube. Et voilà, et je trouve que tu fais un travail de très très grande qualité. Et je te l'ai dit spontanément, tu sais, j'invite les gens qui me font vibrer et qui m'apportent aussi beaucoup. Et du coup, voilà, c'est très cohérent aussi avec ce que je fais, puisque je suis dans l'émotionnel et dans les fleurs de bac. Et tu m'as dit que tu connaissais de très très loin. Donc voilà, si tu m'autorises de temps en temps, je sortirai peut-être une ou deux petites photos, tu vois, pour Ouais, bien parler. sûr. Voilà, et puis bah voilà, les personnes qui te suivent, puisque tu as accepté de faire une petite story pour faire parler de ce live, ce sera peut-être aussi l'occasion pour eux de savoir un peu ce que je fais. Et puis voilà, je ne suis pas journaliste, hein, donc c'est pas une interview, c'est vraiment une coparticipation sur ta personnalité, sur qui tu es, sur ce que tu apportes aussi au monde et aux couples, aux hommes et aux femmes. Moi, j'ai un souvenir de toi dans une vidéo où tu vraiment, enfin j'ai une, mais il y en a plusieurs, hein, où tu es très très transparente sur ta relation aussi à toi-même par rapport à ce que tu offres au monde. Et ça, je trouve que c'est d'une grande générosité de ta part. Et évidemment, c'est aussi comme ça qu'on arrive à s'identifier à chacun les uns les autres, parce qu'on est tous dans le même mood de la relation. Et évidemment, on n'est jamais dans la même situation. Évidemment que non. Mais voilà, on est tous très très sensibles à tout ce qui peut se produire dans la relation. Donc voilà, écoute, je te laisse prendre la parole et expliquer un petit peu aussi à ces personnes qui me suivent ton travail, qui tu es, ce que tu proposes. Yes, bah merci pour cette intro. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 38 ans, j'habite en région nantaise à la campagne et donc je suis coach en relations amoureuses. C'est ça mon métier. Je fais ça depuis 2018. Juste avant ça, j'ai fait quelques années en tant qu'hypnothérapeute et encore avant ça, j'étais illustratrice. Donc ça, c'est pour le parcours rapide. Et c'est vrai que, alors moi, j'ai choisi de m'adresser aux femmes qui veulent construire une relation stable, pérenne. Une des raisons à ça, c'est tout simplement que c'est ce que je suis. Je suis une femme qui veut construire une relation sur la durée. Sur la durée, ça veut pas dire toute la vie, on ne sait pas, hein. Les séparations, ça arrive, mais ce qu'on veut, c'est quand même des relations de qualité. En tout cas, moi, ce que j'ai envie d'aider les personnes que j'accompagne à construire, c'est des relations de qualité qui vont quand même pouvoir durer un minimum de temps. Et si jamais il y a une séparation, que ce soit une séparation clean, une séparation pour ce que j'appelle des bonnes raisons, ou tout simplement que bon voilà, nos chemins se séparent, on a des envies différentes, et puis ça crée pas un traumatisme en plus. Par exemple, voilà, les séparations un peu genre de la vie et pas les séparations erreur de casting ou coup de merde, je te la mets à l'envers et ce genre de choses. Petit chat dans la gorge. Et du coup, Donc, je te laisse récupérer sur la gorge. Je vais rebondir si tu veux bien. Par rapport au coup de merde, moi, je me pose la question parce que je suis aussi une femme divorcée. Tu parles de ton âge, donc j'ai 61 ans. Et donc, j'ai vécu aussi ces périodes-là de séparation. Et puis, j'ai eu aussi un engagement, voilà, plus officiel, on va dire. Et du coup, quid du regard aussi que l'on porte sur
erreur de casting et coup de merde. Et ça, je trouve que tu apportes aussi beaucoup d'éléments de compréhension parce que on a des fois une façon aussi de se victimiser dans la relation et de s'extraire de cette capacité aussi d'être objectif, tout en sachant que chacun a son histoire et que au-delà de l'erreur, on apprend tellement. Pour moi, c'est un vivier spirituel et émotionnel tellement intense. C'est vraiment la quintessence et l'ADN de la vie finalement, la relation à l'autre. Donc, je trouve que cette erreur-là, si on le vit comme une erreur, je trouve que c'est bon. Après, c'est comme c'est. Hein, je veux dire, je porte pas de jugement. Encore une fois, on est aussi dans nos blessures. Hein, mais je trouve ça magnifique aussi d'évoluer avec la compréhension de ce qu'on a traversé. Le chat va mieux. Ouais, ouais, ça va. Mais ouais, effectivement, alors moi j'ai très ce truc de résilience que tout le monde n'a pas, mais qui fort Carrément. heureusement se développe. Et c'est vrai que à partir du moment où j'ai commencé le développement personnel, c'est-à-dire il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, la façon dont j'ai vécu mes ruptures a changé et j'en ai fait une opportunité à chaque fois. Alors pas toujours sur le moment, hein, parce que Ça, sur le oui, moment, et quand je dis sur le moment, c'est parfois pendant un an, hein, ou bien voire sûr. deux. Enfin voilà. Quand on est dans le processus, on comprend pas toujours ce qui s'est passé, ce qu'on peut en apprendre, quels sont ces apprentissages qui viennent souvent avec du recul. Donc voilà, ne pas culpabiliser non plus si on sait pas quoi en apprendre. On a le droit de faire un peu sa victime. Le principal quand on est en mode victime, c'est de pas y rester. C'est clair. C'est Après, un voilà, moment, la résilience se fait parce qu'il y a une prise de responsabilité quelque part. ça. Et puis, comme tu le dis, il y a cette notion de temps et le timing est vraiment capital aussi parce que des fois, on veut passer à autre chose et cette étape des fois, comme tu parles de résilience, mais je peux parler même carrément de deuil si tu m'autorises à le faire. Pour le coup, il y a une fleur de bac là-dessus parce qu'on est souvent blessé, choqué, abîmé au point d'être voilà, dans cette étape de deuil. Ça, c'est Star of Bethlehem. Et on se défend, on se donne pas ce temps aussi de la maturation, de l'acceptation que cette personne que j'ai été n'existe plus. Et c'est une nouvelle personne aussi que je dois construire avec peut-être une opportunité, peut-être même de comeback, parce que ça existe aussi les histoires où ça s'arrête, c'est fini, on n'en peut plus, on veut mourir et ça recommence. Donc, non, mais voilà, il Tout faut pas se existe. tout existe. Et voilà, il ne faut pas se condamner aussi. C'est ça que je trouve chouette dans la relation, c'est que on a cette ouverture et on a aussi ces blessures. Donc voilà, le temps, c'est vraiment un facteur incroyable. Quoi. Alors, en fait, oui, je me demandais, parce que là, on était plutôt sur les ruptures, et je me demandais si du coup, le sujet, c'était plutôt les mécanismes d'adaptation et compagnie. Donc, je laissais un petit espace pour qu'on reste fidèle à ce qui avait été Voilà. annoncé. C'était pour te présenter, du coup tu parlais de tes ruptures et du coup on a parlé de ça et dans la présentation ça fait partie bien sûr de voilà les ruptures ça fait aussi partie de la suradaptation et des fois c'est aussi des motifs de suradaptation qui fait qu'à un moment donné on ne peut plus et on est obligé de rompre aussi. Enfin, je veux dire tout est lié finalement à mon sens. Hein. Ouais, souvent, en fait, avant de voir les choses en face, parce qu'on a envie que ça marche et c'est normal, mais ce qui est vraiment important de nuancer, c'est le à tout prix, jusqu'où on est prêt à aller. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la sensation d'avoir de limites et qui vont beaucoup trop loin, qui finissent la relation, si elle finit complètement sur les rotules. J'allais dire ça m'est arrivé, mais moi cette histoire nulle, elle a duré que 5 mois, donc en fait ça reste très court comparé à la durée que peuvent endurer certaines personnes avant de se dire non mais là je peux plus. Et c'est une question que je pose souvent. Alors, je peux la mettre comme ça, mais il se trouve que même les questions qu'on voit sur Instagram, après, une fois on se dit ah c'est une bonne question, et puis quand on est vraiment concerné, on oublie que cette question existe, d'où l'importance d'être accompagné. Cette question, c'est combien de temps j'accepte de rester dans cette situation sans que ça ne change. En fait, jusqu'où je suis prête à aller, qu'est-ce que je suis prête encore à faire, parce que quand on se pose pas cette question-là, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye. Et ça peut durer, mais 10 ans, 15 ans comme ça, si on se pose pas cette question de non mais là c'est trop. Et ce là c'est trop, maintenant je ne peux plus, c'est
en fait, on n'est pas obligé d'arriver devant le mur pour le voir. On peut aussi en amont se poser la question, bon, là, je vois que c'est quand même pas super bien parti. Et donc, qu'est-ce que je suis prête à faire avant de considérer que là, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, tout ce qui était en mon pouvoir de faire, parce que je suis pas toute puissante. Je suis puissante, mais je suis pas toute puissante. Hein. Donc, c'est vraiment... et ça permet de mettre une limite qui est pas facile à mettre, parce que c'est vraiment une limite qu'envisage la fin réelle de la relation. Hein. Et en fait, pourquoi on essaie et on essaie de transformer plein de choses, c'est parce qu'on veut pas de cette fin de la relation. Donc, quand je mets une limite de temps et d'effort, ça veut dire qu'au-delà de cette limite que je suis en train de définir, j'accepte. C'est une sorte de pré-deuil. J'accepte que cette relation, elle est effectivement une fin. Mais c'est le prix à payer, cet inconfort de poser cette limite pour sa santé mentale. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et tu vois, quand je t'entends, pour moi, il y a des sous-catégories aussi à ça. Donc, il y a une question aussi qui vient d'arriver en lettres capitales, genre je suis pas content et je parle très fort, ou au contraire, j'ai envie que ça se voit. Donc, merci beaucoup. Je sais pas si tu la vois. C'est quelle est la liste des faux critères pour se mettre en couple? Waouh! Les faux critères, enfin, bons critères, faux critères. Enfin, en fait, on peut très bien partir d'un faux critère et puis en faire quelque chose de super. Donc, je vois que je suis pas forcément confortable avec la formulation de la question, parce que ça me met dans une posture de ça c'est bien et ça c'est mal, et j'ai quand même un propos un peu plus nuancé que ça. Si je peux en citer un qui n'est pas un faux critère, mais qui est souvent énoncé comme un faux critère, j'ai fait des vidéos là-dessus. Oui, je veux pas avoir besoin d'être en couple, je veux avoir envie. Mais c'est ok d'avoir besoin d'être en couple, en fait, c'est absolument pas un problème. On veut juste pas que ce besoin, il nous fasse nous comporter mal, ou en tout cas qui nous porte préjudice. Mais si on se dit mais non, mais moi en fait j'ai besoin d'être en couple, et en fait ça va pas me mettre dans une espèce de dépendance pathologique pour autant, c'est ok. Donc même le besoin d'être en couple, qui est souvent cité comme un mauvais critère, c'est pas une bonne raison d'aller en couple. La bonne raison c'est d'avoir envie. Même là, voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire, quoi. Ouais, je suis complètement en phase avec toi, parce qu'il y a tellement de nuances dans chacun des besoins de chacun à l'instant T, et l'instant T évolue tellement en permanence. Qu'on doit prendre aussi ce qui est à l'instant. C'est-à-dire, tu parlais de culpabilité, pour ça il y a une fleur qui s'appelle la fleur pine. Le but, c'est évidemment de pas de se flageller et de se dire que voilà, on est coupable d'avoir eu des faux critères pour se mettre en couple. Faut aussi des fois retracer, tu sais, comme une sorte de rétroviseur à l'instant où on était avec cette personne, où on s'est choisi. Il y a eu cette motivation-là qui était probablement juste aussi, et c'est très difficile de se stigmatiser aussi dans des moments, et d'avoir un recul qui est pas très apprécié aussi de soi-même. Et puis, encore une fois, là, tu parles d'un laps de temps de 5 mois pour toi, pour cette relation, mais pour d'autres, effectivement, ça dure, et du coup, ces faux critères aussi, ils évoluent, et il y a aussi des moments où on le fait perpétuer parce qu'on a peur aussi, soit de se retrouver seul, soit il y a des enjeux financiers aussi, et du coup on reste dans la relation et on se dit mais comment je vais m'en sortir financièrement si je quitte cette personne. Il y a plein de choses qui nous motivent dans ces faux critères entre guillemets. Des fois on se met aussi en couple parce qu'on n'a pas d'argent et que c'est plus facile, et c'est de la coloc au début, puis après ça peut partir sur des histoires magnifiques. Donc encore une fois, il y a plein de possibilités. Et en fait, tu vois, alors effectivement, la question financière, bon, c'est des trucs que je pourrais mettre d'emblée comme les mauvaises raisons. Mais en fait, dans cette histoire il n'y a pas de bonnes et de mauvaises raisons. J'aime la jouer scribe. Voilà, pour ne pas être seule, qui est cité là en commentaire, même là, en fait, c'est si j'ai pas envie d'être seule, et que en fait je n'accepte pas de vivre seule, et que moi je veux vivre en couple, en fait pourquoi pas. C'est pas un problème en soi si je suis engagée dans une qualité relationnelle, et que cette peur d'être seule, c'est pas alors je sais que pour beaucoup ça va être une peur hyper traumatique, et en fait je n'accepte surtout pas d'être seule, donc du coup je préfère tout sauf être seule, quitte à être dans une relation pourrie, et c'est là où je vais m'adapter, où je vais rester dans une relation toxique pour surtout ne pas être seule. Et donc là évidemment c'est un problème.
Mais si je veux pas être seule et que pour autant, en fait, c'est cette volonté de ne pas être seule me, en fait, malgré cette volonté de ne pas être seule, je reste engagée dans une qualité relationnelle et que je continue d'être investie et d'être intentionnelle, etc. Bah, même ça, pourquoi pas? J'ai le droit préférer ne pas être seule. Faut juste pas que ce soit un moteur qui me porte préjudice. Mais finalement, tout, dans les critères, tant que ces critères ne me portent pas préjudice, c'est pas les critères en soi qui sont bons ou qui sont mauvais, c'est ce que j'en fais derrière. On est d'accord. Du coup, il y a une fleur pour ça, c'est Heather, la personne qui veulent contrer leur capacité à pas pouvoir justement gérer leur forme d'autonomie ou de solitude ou de besoin d'être éloigné aussi des autres par moment. Et pour le coup, quand on a aussi besoin d'être seul, enfin d'être en couple, des fois, on rencontre aussi des personnes qui sont complètement OK avec ça. Hein. Donc, à partir du moment où c'est énoncé et que c'est toléré, accepté, et, enfin, ouais, dit, partagé, je veux dire, c'est pas un problème en soi. Enfin, je pense que toute pathologie, entre guillemets, émotionnelle sont révélables. Donc, Mais d'autant si plus, non, mais c'est surtout parce que j'ai eu un commentaire là-dessus qui disait bah oui mais si on a un besoin c'est qu'on est dans la dépendance mais alors l'humain est dépendant hein, donc complètement, on est en fait dépendant des carottes, des tomates. voilà donc en fait et j'ai fait une vidéo là-dessus sur les 4 types de dépendance. Donc il y a la dépendance, la contre-dépendance, la codépendance et l'interdépendance. Et l'interdépendance bah, c'est de la dépendance, c'est juste que c'est une dépendance qui est saine, qui est notre dépendance d'humain dans laquelle il y a un besoin d'être en lien, d'être en couple. Alors évidemment il y a des gens dans leur vie ils seront pas en couple et ils seront 100% à l'aise avec ça et ils sont pas dysfonctionnels pour autant. Mais bon, je pars du principe que ceux qui suivent nos contenus sont quand même intéressés par le sujet du couple. Mais c'est normal d'avoir des besoins. Ben oui, carrément. On veut juste pas que ces besoins nous fassent faire de la merde. Mais à part ça, c'est normal d'avoir des besoins et on cherche juste à les nourrir de manière écologique. C'est ça. Et tant qu'il n'y a pas de toxicité pour nous et pour l'autre, tout va bien. Hein. C'est ça. On est d'accord. Ah, donc du coup, le ton est redescendu en bas de case, c'est plus en capitale. C'est trop mignon. Désolée, hein, c'est une remarque, ça m'a fait rigoler. Et du coup, ouais, il y avait une autre question. Je sais pas si tu aimes ça, qu'on réponde au fur et à mesure ou on continue, on fait comme si ça n'existait pas. Moi, je suis plus genre à la fin. Plus partante d'y répondre à la fin parce que sinon, en fait, on garde pas le fil rouge du. Ok, du ok. live. Allez, je te laisse driver alors. Ah non, c'est ton live. Ouais, non, mais bon, après le thème, on est dedans de toute façon. On parle de stopper la surdépendance, la surdépendance, oui, la suradaptation. Oui, c'est une forme de dépendance, l'adaptation. Hein. C'est une dépendance aussi à notre incapacité aussi à s'affirmer, selon moi. Donc, voilà, dans le couple. Donc, on y est. En fait, il y a un truc qui est important. C'est Gottman qu'en parle. Donc Gottman, c'est un thérapeute de couple américain qui a fait des études scientifiques sur le couple pendant 40 ans. Et donc c'est dans une vidéo récente, là j'ai parlé de l'importance de l'amitié et donc il y a notamment lui qui en parle. Donc dans les facteurs pour réussir son couple, il y a aussi la capacité à accepter l'influence de son partenaire. Et ça, c'est vraiment pas facile à appréhender pour beaucoup de gens parce que il y en a qui vont soit trop accepter l'influence et se faire contrôler, et il y en a d'autres qui vont surtout pas accepter l'influence de leur partenaire parce qu'ils ont peur d'y laisser leur personnalité, etc. Alors que bah voilà, quand on est dans une relation intime, c'est normal qu'on ait une influence l'un sur l'autre. Et donc après, question de valeur. C'est vraiment important de laisser une place à cette influence qui soit ni trop ni trop peu. Évidemment, c'est toujours la fameuse voie du milieu, l'équilibre si délicat à trouver selon les mécanismes de chacun. Mais c'est normal de se laisser influencer par son partenaire. C'est juste que c'est important de rester aligné avec ses valeurs. Encore faut-il les connaître, mais on sent quand même à l'intérieur quand
il y a un truc qui chiffonne et c'est important, comme je le dis dans cette vidéo sur l'amitié, de parler rapidement des choses qui fâchent. Et même si on n'a pas toujours les clés pour en parler bien et que on peut en parler rapidement et puis en fait on essaie d'éviter les conflits, on tourne autour du pot et au final à force de chercher à éviter les conflits, on en crée parce que ce qu'on dit n'est pas clair. Donc c'est en ça que tout ça nécessite vraiment un accompagnement parce que c'est une espèce de sac de nœuds. Voilà, le truc d'accepter l'influence de son partenaire, c'est un paramètre qui est important d'aller regarder quoi. Ouais, et c'est compliqué aussi parce que ça s'accumule après. Quand on évite le conflit aussi, pour ça, et bon, il y a des fleurs de bail, je vais pas toutes les citer, hein, mais voilà, il y en a en particulier. Il y a Agrimony qui est là pour ça, quand on fait semblant et qu'on évite les sujets. Et là, Walnut, c'est la fleur justement c'est la fleur du noyer qui est dans cette forme de vulnérabilité face à l'autre, quand l'autre a un peu plus d'impact. Tu vois, des fois, je donne des exemples du type la personne avec laquelle je suis adore ce type de sport et veut absolument que je sois avec elle pour aller voir les matchs ou les entraînements. Et bon, une fois, deux fois, sympa, mais au bout d'un moment, j'ai envie de faire autre chose. Et du coup, qu'est-ce que je fais et jusqu'où je vais aussi pour pouvoir continuer la relation. Et en même temps, je me laisse influencer parce que lui est très, très enthousiaste, lui ou elle, hein, lui, le personnage qui m'entoure, est très, très enthousiaste au fait que je participe à son histoire. C'est compliqué aussi là tu donnes des tips, hein, parler, et du coup comment même si on parle aussi de Marshall Rosenberg, etc., de la communication non violente, comment on fait pour justement aborder les sujets, de dire les choses, même si on se sent maladroit, comme tu dis, de dire les choses. Justement, en fait, un truc dont on parle pas souvent, je trouve, en termes de communication, c'est que dans la communication, d'accord, il y a les mots, qu'est-ce qu'on dit, etc. Mais avant ça, le plus important, il y a la posture. C'est-à-dire que si je m'affirme, que je pose mes limites avec les bons mots, mais que derrière, en fait, mon énergie, c'est un truc hyper contrôlant, qui est rigide, voilà, en fait, ça va pas, mon message va pas passer. Et si, à l'inverse d'être contrôlante, en fait, je pose mes limites en m'excusant, parce que j'assume pas poser mes limites, en fait, ça va pas marcher non plus. Donc, c'est en ça que, avant ça, et c'est un peu un cœur de mon accompagnement qui arrive, c'est la posture dans laquelle je dis les mots. Parce que sinon, si j'ai une posture et des mots qui vont pas complètement ensemble, mes mots seront inutiles, inefficaces. Ils n'auront pas du tout l'impact que je vais vouloir, parce que la posture derrière, l'énergie, n'est pas la bonne. Donc, c'est quoi les différentes postures qu'il peut y avoir? C'est victime, bourreau, sauveur, enfant, parent. Là, c'est plus, enfin, tout ça, c'est de l'analyse transactionnelle. Et il y a différents parents et différents enfants, donc voilà. Mais en fait, c'est tout ça qui est important de regarder. Et c'est passionnant parce que du coup, ça devient un peu des jeux après. Et en fait, c'est la victime de l'un va déclencher le bourreau de l'autre ou le bourreau de l'autre, et c'est des choses qui sont parfois très subtiles. Donc voilà, c'est hyper important d'être au courant et d'être engagé à avoir sa posture avant même de choisir les mots qu'on dit, même si ce sont deux choses hyper importantes. Et une manière d'aller voir la posture, parce que voilà, quand on n'est pas au courant de la posture, une question un petit peu raccourcie, c'est en fait, c'est quoi mon intention en disant les mots que je dis. Et souvent, ça, en fait, l'intention, elle est pas vue. Et elle passe à vue. elle est cachée derrière les mots. Et c'est hyper important d'aller se poser la question, d'aller la voir, d'aller la rendre consciente pour la choisir. Parce que notre intention découle de notre posture. Et du coup, voilà, ça permet d'aller voir la posture petit à petit. Et oui, parce que le risque, c'est de ne pas être aimé. Donc, on a toujours peur de ne pas être aimé, quoi qu'il advienne, soit dans cette notion de bourreau aussi. C'est une façon aussi d'affirmer son désir d'être aimé, ou dans le côté, effectivement, quand on dit bourreau, c'est... Voilà, on peut parler de persécuteur, on peut parler de ce qu'on veut, mais ce côté aussi, c'est pareil. Le bourreau, c'est celui qui dénonce, en fait. C'est celui qui pointe du doigt. C'est celui qui dit « Ah, ça,
Ça va pas. Pas d'accord. Alors, ça arrive de dire, ah, voilà, non, ça, ce qui se passe, ça va pas. Là, je suis pas dans une posture du bourreau. Quand je dis ça, là, dès que je pointe du doigt, dès que je dénonce quelque chose chez l'autre, je suis en train d'être dans une posture de bourreau et ça va très vite. Et on est tous là-dedans. Je suis pas en train de dire vous êtes des bourreaux et puis bah non, là je serais dans une posture de bourreau. Mais on est tous dans sujet à ces mécanismes, à ces jeux psychologiques là et parfois de manière très subtile. Et du coup, tu parles d'accompagnement, ça veut dire que tu as un programme qui est spécifique sur des personnes que tu accompagnes en couple ou séparément? Alors moi, je m'adresse surtout aux personnes qui sont. Alors déjà, je m'adresse aux individuels. Je fais pas de thérapie de couple. Ok. Et parfois, dans mes accompagnements, il y a des personnes qui sont en couple, mais je travaille sur l'individuel et donc plutôt sur les personnes qui sont dans une phase de leur vie où voilà, elles sont célibataires, elles ont envie de profiter de ce temps-là pour faire une sorte de remise à niveau, pour donner le maximum de chance à la relation future ou la relation qui démarre, même si bah, voilà, il y a des personnes en couple qui profitent de l'accompagnement aussi. C'est juste que je suis pas thérapeute de couple, donc parfois je peux avoir mes limites parce qu'il y a des choses qui relèvent de l'accompagnement de couple spécifiquement. Mais après, ça n'empêche pas que dans mes accompagnements, je guide les personnes quand même, qu'elles soient en couple ou célibataires. Et en l'occurrence, l'accompagnement où on bosse ça s'appelle Aimer sans s'oublier. Et donc, ça va démarrer là ce mois-ci. Et on part vraiment le point A, c'est la douleur et la violence qu'on peut soit vivre de la part de l'autre, soit occasionner chez l'autre, être violent nous-mêmes, soit avoir peur de cette violence, soit la subir, soit l'intérioriser, être violent avec soi-même. Parce que quand je m'adapte, je suis en train de renier mes besoins pour correspondre à l'autre parce que j'ai enregistré que en fait si je me mets de côté et que si je corresponds à ce que l'autre veut, comme ça il va m'aimer. Alors ça se passe pas malheureusement comme ça, c'est des stratégies inefficaces. Donc tout ça voilà, ça crée beaucoup de violence qui est parfois intériorisée et qu'on ne vit pas comme étant de la violence, mais c'en est. Et donc on fait tout un parcours. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est l'échelle de la disponibilité en CNV. Donc c'est tout un parcours en fait qui part de la violence. Après, on sort de cette violence-là pour revenir vers en fait ses besoins, ses sentiments, comment je suis. Je reviens à moi-même, comment je m'ancre en moi-même pour revenir vers l'autre dans une empathie qui est saine et pas l'empathie dont font preuve les personnes qui s'adaptent, qui sont trop dans l'empathie. Alors du coup, ce n'est pas de l'empathie à ce moment-là. On peut pas, pour moi, on peut pas être trop empathique. Si on est trop empathique, c'est autre chose. C'est parce qu'il y a du traumatisme derrière. Et en fait, le trop d'empathie, c'est pas de l'empathie, c'est de l'adaptation. Donc moi, j'aime pas quand on dit oui. Moi, le problème, c'est que j'ai trop d'empathie. Non, c'est pas ça le problème. c'est que tu es en train de t'adapter. Donc l'idée, c'est d'aller vers l'autre avec une empathie qui est saine, c'est-à-dire juste une empathie curieuse qui fait preuve, où on fait preuve d'affirmation et où on va pas renier sur nos besoins, où on n'est pas en train de faire la serpillière, parce que quand on fait la serpillière, c'est plus de l'empathie. Tu viens de parler de la fleur centauri. Voilà, c'est la fleur typique pour ça. C'est centauri, serpillière, cendrillon, tu vois, c'est ce qu'on dit aussi. C'est un peu le même système. Effectivement, il y a une forme de suradaptation et qui est renier ses besoins et vouloir absolument servir l'autre avant soi. Et le soi, justement, il revient. Et quand tu parles de ces personnes que tu accompagnes, c'est fou la façon dont on arrive à reproduire aussi des relations qui ne sont pas du tout avec les mêmes personnes, mais le système se remet en place à chaque fois, en fait. Hein. C'est compliqué d'éviter ce processus de mécanisme et qui est alors c'est pas forcément sournois, hein, c'est une forme de protection aussi pour nous parce que ça nous permet aussi de refaire des expériences différentes selon le regard qu'on porte dessus, mais en réalité c'est le même scénario avec un autre protagoniste, mais du coup toi tu arrives aussi dans cet accompagnement à faire comprendre en revenant comme tu dis à soi le processus qui est mis en place dès le départ. Ouais, en fait,
alors il y a plein de portes d'entrée hein, pour changer ces schémas amoureux, mais c'est vrai que dans la maison sans s'oublier, bah, on commence justement par les postures. C'est un accompagnement entre thérapie et coaching, et en fait, bah, c'est notre posture qui va rencontrer notre posture inconsciente qui va rencontrer la posture inconsciente de l'autre, et les deux se répondent. Donc en fait, c'est vraiment notre posture est le point de départ. C'est pour ça que c'est si capital à aller vérifier. C'est parce que en fait, et cette posture-là, elle arrive très tôt dans l'enfance, et ça se fait de manière complètement inconsciente. Et en fait, ben, on grandit avec cette posture à l'âge adulte, et on amène ça dans nos rencontres. Donc en fait c'est juste un travail qui est capital, parce que moi je sais que j'ai eu beaucoup une posture de victime innocente qui fait tout bien et tout, et j'ai pas en tout cas mon bourreau est plus loin. Et il y a vraiment un truc de je veux bien faire, tout ça. De toute façon, hein, dans les trois postures du triangle, c'est je suis une bonne personne, hein, pour des raisons différentes à chaque fois. Et c'est vrai que bah, à un moment, je me suis retrouvée 2 fois de suite avec des partenaires qui voulaient me coacher, et du coup qui avaient une posture de coach, mais en fait c'était pas mal une position de bourreau derrière. Tout est lié. Donc je me suis dit mais ça fait 2 fois hein, quand même que j'ai un mec qui veut me coacher. C'est que je suis en victime quelque part. Et j'ai vu ma position de victime. Et je l'ai vue parce que je connaissais cette grille de lecture qui était très précieuse. Et donc, on me demande souvent, bah, du coup, comment tu as changé ça? Bah, en fait, moi, je suis allergique à la position de victime. Je suis Miss Responsabilité. Donc, ça m'empêche pas d'être parfois en position de victime. Seulement, quand je l'identifie, ça bouge tout de suite. En fait, cette prise de conscience suffit, parce que je déteste, je conchis la position de victime. Et du coup, quand je me surprends être dans une position de victime, ah non, alors, c'est pas possible, tout sauf ça bouge. Bah, c'est magnifique, tu vois, c'est en train de parler voilà, de la quintessence de tout le monde, en fait. Moi, ma position, je la donnerai après, mais je vais te donner le nom de la fleur de la victime pour les fleurs de bac, c'est Willow. C'est le saule, et on est dans cette posture d'irresponsabilité face à nos actes, parce qu'on a toujours le sentiment d'être voilà, d'être pris à défaut, et que c'est vraiment de la faute de l'autre finalement. Bon, après, c'est très grossier, hein. Mais pour le coup, c'est aussi cette posture-là qui t'a permis aussi de faire ton travail et de cheminer. Et ça, c'est la jouissance de la vie aussi, de l'expérience. Alors, c'est pas la posture en elle-même, c'est la prise de conscience. La prise de conscience qu'il y a derrière, oui, qui m'a permis de changer mon schéma relationnel, parce que en fait, à partir du moment où je me suis dit, ah non, alors là, c'est pas possible, bah, j'ai changé, j'ai quitté cette personne. Enfin, j'ai essayé que ça marche encore un petit peu, quoi. Mais c'est là où je me suis donné cette fameuse limite dont je parlais tout à l'heure. Je me suis dit, non, là, je peux plus être en posture de victime. Donc, à partir de maintenant, je change de posture. Je donne 2 mois pour voir en fait ce changement de posture, qu'est-ce que ça induit dans la relation. Ça n'a rien changé, j'étais sans cesse ramenée à ce truc-là, donc je suis partie. Et en fait, c'est quelques mois après où j'ai rencontré mon compagnon d'aujourd'hui, et alors j'avais déjà eu des relations saines avant, hein, mais enfin voilà, là c'est quand elles n'avaient pas duré. Elles n'avaient pas duré, et elles n'avaient pas changé. J'étais quand même dans cette posture-là. Et là, ça fait 4 ans et demi, 5 ans que j'ai rencontré Jordan, et c'est la relation la plus durable et la plus saine que j'ai eue jusque-là. Donc voilà, il y a vraiment un shift, enfin, voilà, un changement important qui peut tout changer. Ah ouais, carrément. Mais du coup, oui, ça vient, comme tu dis, de très très loin. Après, moi, je fais de la thérapie de la vie intra-utérine, donc des fois, hein, dans l'incarnation, dans notre posture aussi de fœtus, dans notre naissance, dans la fratrie, tout ça, ça prend écho. Et tu vois, moi, la mienne, c'est Centauri. C'est justement ce côté servile, d'être toujours à l'écoute des autres, et renier mes propres besoins. Donc je suis plutôt alors pas dans le sauveteur forcément, tu vois, mais dans le côté je renie mes besoins. Et alors pour le coup, Walnut a été extrêmement influencé et très suradapté. Voilà. Mais après, voilà, j'ai une histoire, encore une fois, pareil, d'enfance qui a mis cet échafaudage aussi
comme structure pour me permettre de tenir. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que, tu vois, on parlait de la culpabilité, c'est qu'il n'y a pas à stigmatiser l'être que nous avons été, dans quelle que soit la posture. Et comme tu disais, dans cette triangulaire-là, quel que soit le nom qu'on va donner, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de toute façon, on sera d'une certaine façon un petit peu dans toutes ces postures-là à un moment donné de nos vies et même dans la même relation. C'est comme ça. Et c'est aussi les stratégies de vie pour nous aider à survivre, en fait. C'est pas compliqué. Et la survie, c'est d'être aimé, quoi qu'il advienne. Et donc, dans cette suradaptation, on l'est aussi de toute façon de facto chacun. Et comme tu le disais tout au départ, c'est ça qui est très joli aussi. Je trouve que ça, enfin, je sais pas, dis-moi ce que tu en penses, mais je trouve que ça nous autorise aussi à une forme d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, ouverture de... Tu vois, quand tu comprends plus la posture, déjà la nôtre, quand on a identifié, et de comprendre les mécanismes, ça rend vachement plus tolérant, beaucoup plus généreux, beaucoup plus dans l'accueil, même si on ne comprend pas, parce que la blessure, quand elle est là, non, on n'est pas dans la compréhension, c'est clair. Mais ça laisse des brèches de compréhension, de se dire, ah, putain, il se passe quand même autre chose ailleurs, et je n'avais pas perçu cette position-là aussi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la façon dont on parle parce que il y a tellement de gens, enfin, qui n'arrivent pas à vivre ce qu'ils ont envie de vivre sur le plan amoureux ou tous les autres et qui culpabilisent, qui se disent, qu'est-ce qui cloche chez moi, du coup, qui tirent des conclusions pourries, comme quoi, c'est parce que peut-être c'est pas pour moi, je ne mérite pas d'être aimé. Tout le monde mérite d'être aimé, les gars. Il y a tout pas, même vous, tout le monde. Le mérite et l'amour, c'est comme un chien à un post-it, ça n'a rien à voir. Bon, éventuellement, il y en a, les deux sont un peu collants, mais voilà, c'est tout. Ouais, c'est clair. Et donc, on mérite tous, absolument tous, d'être aimés, même vous, si jamais vous vous posez la question. Tout le monde. Ça, je pointe du doigt, c'est pas du bourreau. Et voilà, en fait, effectivement, quand on est dans notre blessure, on comprend pas ce qui se passe, mais en même temps, c'est dans ces moments-là qu'on cherche à comprendre et qu'on met le doigt sur ces concepts qui sont certes très théoriques, et donc on se dit oui, enfin bon, de la théorie à la pratique, il y a quand même un monde, voire 6. Carrément. D'accord, mais n'empêche que, à partir du moment où on s'éduque, à partir du moment où l'information est rentre dans la tête, là, moi je suis souvent ça, pouf, une petite goutte, une petite goutte. Et à force, ça s'infuse et ça descend dans le corps. Et donc, ça ne change peut-être pas notre vie radicalement tout de suite, mais n'empêche que quand on comprend, il y a une citation de Léonard de Vinci que je cite à peu près dans chacune de mes vidéos, plus on comprend, plus on aime, y compris soi-même. Donc, la dernière fois, c'est pas Léonard, mais en fait, vraiment comprendre les principes de psychologie, éduquez-vous, c'est pour ça qu'on fait nos comptes, ça permet de se dire mais en fait, je suis pas teubée. Il y a une raison à ça. Il y en a toujours une, même quand vous l'ignorez. Il y a toujours une source quelque part. Et effectivement, quand on n'a pas compris ces choses-là, on va avoir tendance à faire du victime bourreau sauveur à l'intérieur de soi-même, parce qu'on a un triangle interne aussi. Et donc, on se flagelle. On a un dialogue interne qui est destructeur, qui ne nous soutient pas dans la vie qu'on a envie de mettre en place. Et donc, c'est pareil, ça se rééduque, ce truc-là. Ça se reprogramme et comme tu le dis très justement, quand on a l'information est là, elle est stockée quelque part. Après, on fait ce qu'on veut et le but là, bien sûr, de cet échange, c'est encore une fois, c'est pas pour condamner qui que ce soit. On est tous dans nos mécanismes et ça peut revenir au galop pour quelque chose qui peut paraître mais complètement anodin du quotidien. Le truc, il peut repartir, mais c'est juste que voilà, et après, le but, c'est pas non plus d'être parfait dans la relation. Tout est en interaction permanente. Donc, mais le fait d'avoir l'info, elle peut revenir au moment opportun pour prendre une forme de recul et de se dire, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Dans quoi tu es là? Et de se dire, bon, voilà, et de reconnecter à toi, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment important parce que pour le coup, l'autre, il est juste là pour faire jaillir l'étincelle en nous, en fait. C'est ça qui est magnifique. Et c'est là où je suis plutôt dans la gratitude du putain, tu me fais chier, mais ok, tu me fais grandir. C'est grosso merdo, mais c'est ça. Moi, je me suis souvenu un jour, j'avais écrit, moi j'écris beaucoup, mais j'ai remercié tous ces hommes, tu sais, que j'ai rencontrés parce que voilà, je suis plutôt homme. Et du coup,
je me suis dit, waouh, c'est quand même génial parce que la femme que je suis maintenant, elle se destine à faire une rencontre ou un partage, peu importe. Mais tout ça, c'est la succession de tous ces soi-disant échecs. Tu vois, je reprends le début du live. Il n'y a pas d'échec, putain, c'est trop bien en fait. Tout ça, ça m'a permis, non pas de me casser la gueule, mais ça m'a permis de comprendre qui je suis, mon fonctionnement. Et tous ces personnes qui ont été rencontrées, mais tout autant que les relations au sens large du terme, hein. Évidemment, dans la relation de couple, il y a la sexualité. Encore une fois, il y a l'argent, il y a l'endroit aussi commun ou des communs. Enfin bon, bref, il y a plein de paramètres. Et du coup, là-dedans, ben, c'est magnifique de faire. C'est pour ça que je reparle de tout ça par rapport aux personnes qui pourraient dire, bah voilà, moi je suis nulle, j'y arrive pas, patin couffin. Mais en fait, faites le bilan, vous y êtes déjà tellement arrivé, je trouve. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que je parle de façon très généraliste et très positive, mais non, mais t'es OK ou pas avec ça? Alors, en fait, oui, oui et non, dans le sens où pour moi, on n'est jamais arrivé. J'avais une amie qui Non, mais à m'avait. l'instant T. Je veux Oui, dire, à oui, l'instant, oui. tu vois. Voilà. En fait, et tu vois, j'avais une amie qui m'avait dit, ouais, mais quand j'étais célibataire à l'époque, et je disais, ah oui, quand je serai en couple, nanana, elle m'a dit, mais toi, tu parles du couple comme si une fois que tu seras en couple, genre, tu seras arrivé, quoi. Ben non, en fait, là, tu as des problèmes de célibataire, mais quand tu seras en couple, tu auras des problèmes de couple, et donc, on n'est jamais arrivé. Mais bien sûr, on le fait. Et en fait, voilà, vous allez quitter certains problèmes, mais moi, j'aime beaucoup cette phrase, ce témoin d'évolution. Genre, on n'a pas genre réussi sa vie. J'aime pas ce concept non plus, mais quand on n'a plus de problèmes, mais quand on a des nouveaux problèmes. Et donc, même si vous quittez un schéma pour aller dans un autre, bah, vous avez quitté un schéma. Vous avez des nouveaux problèmes. Et donc, voilà, ça reste bon signe, même si vous vivez pas ce que vous avez envie de vivre tout de suite. En fait, si vous explorez un nouveau schéma, ça veut dire qu'il y a un problème qui est réglé. Et moi, aujourd'hui, j'ai des problèmes dans ma relation, évidemment. Et c'est des problèmes que j'avais pas eu dans les relations précédentes. Et aujourd'hui, bah, je suis dans une posture et avec des compétences qui me permettent d'appréhender les problèmes dans cette relation d'une manière qui me permettent de les régler dans cette relation. Et pas devoir partir ou devoir foutre ma relation en l'air. Et parce que je suis avec un partenaire qui a une belle maturité affective et des bonnes compétences aussi. Mais c'est pas facile tous les jours pour autant. On a des problèmes. Et on a des problèmes sur lesquels on bloque. Il y avait une question tout à l'heure qui demandait est-ce qu'on fait une thérapie de couple. Alors, on n'a pas fait une thérapie de couple, mais on a déjà fait cette année une séance plutôt thérapie de couple. Donc, voilà, on ne fait pas un truc suivi, mais effectivement, on peut avoir recours aujourd'hui de manière ponctuelle pour les difficultés qu'on rencontre. Oui, quand je disais arriver, ouais, je comprends, mais merci d'avoir précisé tout ça parce que ce que je veux dire, c'est que de toute façon, la vie, c'est maintenant. Je veux dire, c'est pas tout à l'heure et c'est pas demain. Donc, ce constat-là, il est important aussi à faire, c'est que tout est à construire, hein, et tout est à déconstruire finalement. Et tout est à bâtir aussi dans la relation à l'autre à chaque moment, en fait. Mmh. Donc, il est 42. Est-ce que tu veux qu'on continue sur l'histoire, justement, de la suradaptation, parce que c'est le thème? Ouais, alors est-ce que selon les personnes qui réponses sont présentes, si jamais il y a des questions, alors il y avait une ah oui, bah, j'y ai répondu sur la thérapie de couple, mais on peut continuer un peu de toute façon en attendant qu'il y ait des questions arrivent. Alors il y avait une question tout à l'heure, comment se faire aider si le partenaire ne veut pas communiquer sur ses sentiments, sur des sentiments et refuse toute thérapie? C'est une situation qui est souvent rencontrée parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont moins connectés que les femmes aux émotions de manière générale, tout ça. Il y a des raisons à ça derrière. Je veux dire, on part tous de loin pour des raisons différentes. Les hommes partent de loin en termes de connexion émotionnelle, tout ça, puisque de manière générale dans la société, les émotions sont perçues comme faibles, à part la colère, parce que il y a un truc de force et tout, mais la peur, la tristesse, les hommes, ils sont un peu genre, il y a un peu de la honte sur ces émotions-là. Et voilà, donc ça donne effectivement un rapport aux émotions qui sont toxiques parce que les garçons ça pleure pas, des choses comme ça. Donc, comment se faire aider? En fait, si on peut pas se faire aider à deux, on peut toujours se faire aider à un, parce qu'on n'est pas tout puissant. Et on a quand même on a quand même une carte à jouer, y compris avec l'autre, pour
peut-être choisir la posture avec laquelle on va interagir avec ce partenaire et qui ne veut pas communiquer sur ses sentiments. Parce que souvent, il y a beaucoup de frustration face à quelqu'un qui est une huître. J'ai fait une vidéo comment interagir avec une huître. Hein. Peut-être, Kelly, ça peut te parler. Ouais, allez regarder la chaîne YouTube, elle est chez... Enfin, il y a plein de pépites, hein, donc franchement, puis, j'avais marqué dans mon post aussi, prenez un carnet, un crayon, parce que quand on écoute tes vidéos, on n'a qu'une envie, c'est de prendre des notes. Hein. Ouais. Parce que des coups, merci. Hein. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, comment en couple avec une huître. Et donc déjà, voilà, je donne pas mal de conseils dedans, mais voilà, si à force de parler, d'essayer de le faire parler, en fait, je vais juste péter un câble. Et en fait, malheureusement, mon énervement ne va faire que renforcer l'huître en face. Donc, à un moment, il y a vraiment besoin de prendre du recul. C'est pas facile, hein, mais de prendre du recul, éventuellement d'aller se décharger chez un thérapeute ou je sais pas qui pour revenir. Bon, là, ce que j'ai fait jusque-là, manifestement, ça ne marche pas. Au contraire, ça renforce le problème. Donc, je reprends un espace pour moi, auto-empathie, j'en ai ras-le-bol, et puis éventuellement, je vais y aller avec une nouvelle posture. Et je vais voir quel est l'impact, cette nouvelle approche, cette nouvelle posture, quel impact ça a. Selon l'impact que ça a, je pourrais toujours ajuster des trucs, etc. Et si jamais ça n'a pas d'impact, je suis aussi en droit de me dire, au bout d'un moment, bon, tu sais quoi, là, je suis allée au bout de mes ressources, je me suis fait aider, ça ne change pas. Enfin voilà, je suis face à un partenaire qui de toute façon est trop loin en termes de maturité émotionnelle, etc. Et du coup, moi, j'ai envie de vivre autre chose aujourd'hui. On est arrivé à un stade où, en fait, on n'est pas compatible. Moi, j'aspire à vivre autre chose. Et peut-être que là, il y a une séparation parce que tout dépend du niveau de conscience du partenaire, parce que c'est pas pareil d'avoir un partenaire qui parle pas et qui est pas conscient du problème et qui du coup peut pas avoir la volonté de bouger ça, et d'avoir un partenaire qui sait qu'il est en difficulté à ce niveau-là et qui à son rythme essaye de changer ça. Et donc c'est vrai que quand il y a zéro conscience du problème, c'est pas facile d'évoluer avec cette personne-là, et peut-être qu'une séparation reste le plus sage pour la santé mentale de tout le monde. Si la personne est consciente qu'elle a du mal à communiquer, qu'elle est fermée sur ses émotions, etc., mais qu'elle est peut-être pas forcément, qu'elle refuse toute thérapie comme Kelly le disait, c'est là où j'en viens à la question que je posais tout à l'heure. Quel est mon degré de patience? Combien de temps et d'énergie je suis prête à allouer dans cette relation pour voir un premier changement, pour me dire, tiens, bon, c'est quand même engageant, c'est chiant, mais bon, je peux quand même prendre mon mal en patience pendant un laps de temps défini. Et voilà, après, si c'est quelqu'un qui est conscient du truc, qui travaille sur lui, c'est juste ça mêle longtemps, je pense que ça demande aussi voilà, question de rythme. Peut-être ça met vraiment trop longtemps et qu'en fait on reste toujours en difficulté, et puis finalement voilà, c'est pareil, c'est mieux de faire chemin séparé à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a aussi reconnaître les efforts que la personne fait pour combler ses difficultés, pour justement avoir un meilleur rapport à ses émotions, à sa communication. Et voilà, chaque cas est unique évidemment, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. La première chose à changer, c'est la posture, l'approche avec laquelle j'interagis avec mon partenaire qui ne veut pas communiquer. Tu vois, ça me fait rebondir sur un stage que j'ai fait en niveau 3 avec une de mes étudiantes, et je parle de la fleur beach, et tu vois, de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est quand on est critique aussi face à l'autre. Et je dis pas que c'est le cas de la question, mais des fois on met aussi dans cette stigmatisation de l'autre ne fait pas ceci, etc. Et du coup, cette personne-là, elle avait pris cette fleur-là sur la soirée, et elle a été, le lendemain, elle nous a témoigné un truc incroyable, c'est qu'elle m'a dit, on était sur le canapé, on regardait un film, il n'est pas du tout tendre et tout, donc elle décrivait le désagrément qu'elle vivait à ses côtés, et pourtant c'est l'homme qu'elle aime, etc., etc. Et le fait d'avoir pris cette fleur-là dans sa posture à elle, alors elle était consciente qu'elle prenait des fleurs de bac, pour justement être plus tolérante face à ce qu'il est, à ce qu'il ne donne pas, à ce qu'elle attend, patin couffin.
Elle nous a dit, c'est incroyable, il est venu vers moi, il m'a passé la main autour de l'épaule, enfin, il a été hyper tendre et elle était mais scotchée, bon alors déjà de la prise de la fleur, mais de la prise de conscience de son état interne, sur le regard qu'elle portait sur lui, beaucoup plus que il faut qu'il change, il faut qu'il change, il faut qu'il change, c'est de dire ok, bon maintenant je vais accepter, il est comme ça, point barre. Et lui, dans la soirée, s'est complètement métamorphosé. Et ça a été spectaculaire, en fait. Donc, je rejoins ce que tu dis sur un autre biais, mais voilà, c'est aussi ça qui peut se produire dans ces moments-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... En fait, oui, c'est fou l'anecdote que tu livres là, et c'est en même temps tellement logique. C'est pas facile d'en arriver à ce point-là qui occasionne une bascule. C'est pour ça que c'est chouette que tu parles des fleurs qui peuvent soutenir. Alors, il s'agit pas de remettre toute la responsabilité sur des fleurs ou des huiles essentielles ou des trucs comme ça. Ça va pas faire le travail à votre place, mais physiologiquement, il peut quand même se passer quelque chose qui contribue je sais pas, à la détente d'une partie de soi, à un truc, et ça a un impact, ici, quoi. Carrément. Du coup, il y a Foufou94 qui dit beaucoup de choses. Donc, c'était tout à l'heure. Par exemple, je souhaite que ma copine s'éloigne de sa cousine. Après, il y a une autre question, ce que je reconnais parce que c'est du vert, donc je le vois bien. C'est sa cousine, elle couche à droite et à gauche 24H. Alors, je ne sais pas trop où on va avec ça, mais... je ne sais pas si cette personne est toujours présente dans le live, hein. C'était tout à l'heure, donc... il y a Virginie qui dit j'ai une relation avec... Alors, Virginie, est-ce que tu es toujours en relation avec cette personne? Est-ce que tu as une relation maintenant ou est-ce que tu as eu une relation? Et il manque un mot parce que tu dis il était mon meilleur ami et au bout d'un an de relation, il était incapable de dire ses sentiments. J'ai tout fait et je me suis perdue. Bah ouais, ça arrive souvent. Et en fait, on peut tout faire, mais pas jusqu'au point de se perdre. On peut, et c'est ça la fameuse limite dont je parlais tout à l'heure, limite dont manquent cruellement les personnes qui s'adaptent et se suradaptent, et qu'il est si important de définir. Et je sais que c'est pas facile de la définir. C'est là où il y a une carte à jouer pour transformer ces schémas et préserver sa santé mentale. Je peux tout faire, mais c'est pas le truc de je peux tout faire à tout prix. Je peux faire ce qui est en mon pouvoir et j'ai forcément une limite au-delà de laquelle je vais me perdre. Et c'est cette limite-là qu'il faut retrouver, voir et incarner. Quitte à ce que ça se termine. Mais bon, les personnes qui s'adaptent, justement, n'acceptent pas l'éventualité que ça se termine. Et là est tout le piège. Et c'est vrai que moi, un truc qui contribue positivement à ma relation aujourd'hui, et c'est en ça que c'était un vrai changement de posture dès le début chez moi, c'est que donc dans ma relation avec mon ex-catastrophe, comme j'en parle souvent, je me suis perdue et puis je suis partie sur les rotules. Et donc avant de rencontrer Jordan, je me suis dit bon, le prochain, en fait, soit ça se passe bien, soit il fait un truc qui me dérange, mais alors il dégage sans autre forme de procès. C'est pas ce qui s'est passé, parce qu'il y a des choses qui se sont mal passées et il n'a pas dégagé, parce que avant de le dégager, on parle avec la personne. C'est pas genre ah ça me plaît pas, tu dégages ou je dégage. Non, on parle, on voit quelle conscience la personne a de ce qu'elle a fait et puis voilà, on essaie quand même de voir est-ce que tiens bah t'as fait ça, moi ça me va pas, est-ce que toi ça te va? Et en l'occurrence ça lui allait pas. Donc ça a mis longtemps à se régler. Mais voilà, il y avait quand même un vrai dialogue et une limite qui a été posée dès le début. C'est pour ça que c'est si important de poser ces limites dès le début, parce que en fait, si les limites sont au service de la relation, hein. On dit ouais, mais bon, si je pose une limite, peut-être que du coup il va partir. Et ben peut-être. Mais du coup, ça veut dire que vous n'êtes pas compatibles. On est compatibles quand nos limites respectives sont compatibles. Et donc, poser ces limites est un moyen soit d'améliorer la relation, soit de gagner du temps
en évitant d'en perdre avec quelqu'un qui ne nous correspond pas. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, je digresse là où je voulais en venir, je sais même plus. Non, c'est très clair. Hein. Y a pas de... Après, oui, tu as perdu le début. Ouais. C'est que, donc voilà, moi je suis allée dans ce truc de, écoute, si y a un souci et que, en fait, après un peu de dialogue, ça va pas, bah en fait, c'est terminé. Et Jordan, il est pareil. Et on a failli se séparer plusieurs fois. Même pas, il n'y a pas hyper longtemps, parce que parfois on tombe sur des trucs qui nous correspondent pas, et on en parle, mais en fait, voilà, il y a ce truc de, même si Jordan, je l'aime et j'ai pas du tout envie qu'on se sépare, bah si ça va pas, et même si ça m'arrache la gueule, j'irai pas au-delà d'une certaine limite pour dire écoute là, non, et je vais très très mal le vivre, mais je vais pas aller au-delà de ma limite quand même. Et lui fait la même chose. Bien sûr. Et c'est en ça que les limites sont au service de la relation, parce que quand on arrive à cette limite, plutôt que s'adapter, bah ok, ça cogne un peu. Alors on n'est pas des nerveux, hein, mais du coup, ça fait une grosse discussion qui transforme ce qui a transformé, quoi. Ouais, et du coup, c'est d'où l'équilibre entre l'adaptation et la suradaptation. Parce que l'adaptation, elle est nécessaire. Et donc, l'adaptation, c'est de la discussion et c'est du fight par moment, c'est de la remise en question, c'est de reposer des limites, c'est de réexpliquer. Mais la suradaptation, bah là, justement, c'est toxique. Et c'est ce que dit aussi cette fleur Walnut. C'est que, OK, être influencé et s'adapter, génial, c'est dans l'équilibre. Et le déséquilibre, c'est ce surpasser de quelque chose qui n'est pas dans l'équilibre du respect de soi-même aussi. Et donc, du coup, c'est nécessaire aussi de ne pas tomber dans le déséquilibre. Un petit truc que j'ai vécu récemment, par exemple, donc avec Jordan, on n'habite pas ensemble, et c'est prévu que ils viennent habiter dans ma maison, et qu'on rénove à une dépendance et qu'on soit voisins. C'est notre délire. Bref. Et donc on a une grande différence d'âge, on a 12 ans de différence, il est plus jeune que moi, et donc on n'en est pas du tout aux mêmes phases de nos vies. Et donc récemment, il m'a demandé, bah, je voulais savoir, en fait, t'as envie que je vienne quand chez toi? Parce qu'il percevait une attente, une forme d'attente chez moi. Effectivement, moi, en bonne visionnaire, je m'étais projetée, je me suis dit, bon, c'est réaliste qu'ils viennent, je sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans. Et en fait, je me suis fixé ça. C'est mon plan, voilà. Je lui en ai jamais parlé. Et donc lui, il sentait qu'il y avait un truc qui lui foutait un petit peu la pression. Et donc il m'a dit, bah ouais, moi franchement, bah je sais pas, hein, là je suis bien dans mon travail et tout. Et lui, bah en fait, il n'avait pas de durée définie, etc. Donc potentiellement, ça pouvait être dans bien plus longtemps, je sais pas, 5 ans, 7 ans, tout ça. Flemme. Et donc j'ai dû faire le deuil un peu du timing que je m'étais enregistré, de cette forme d'attente là, au point que ça m'a fait chier. Hein. Si on reste comme ça pendant encore 5 ans, 7 ans. Et en fait, en faisant le deuil de ce timing, je me suis demandé si je faisais aussi le deuil de la relation. Ouais, est-ce que ça vaut encore le coup, est-ce que ça correspond plus à ce que j'ai envie de vivre, flemme, tout ça. Et donc ça a été quand même une semaine vraiment très inconfortable. Et au final, bon bah je me suis dit, bon bah j'ai un peu lâché ce truc, hein, donc deuil, énergie de tristesse, énergie basse, vraiment pas agréable du tout. Voilà. J'ai un peu fait mon process, et je sais pas, ça a dû détendre un truc. Genre, je sais pas, il y a 3 semaines, Jordan m'a dit, bah, j'ai envie on a discuté, hein, voilà, des pas à faire pour venir ici. Bref, ça a occasionné une grosse discussion. Et en fait, il y a pas si longtemps, Jordan m'a dit un truc qui allait finalement tout à fait dans mon sens pour venir à la maison bientôt. Mais en tout cas, le petit pas que je lui demandais pour venir ici, qui faisait un peu chier, et en fait ça lui a paru comme un peu une évidence, quoi. Donc voilà, c'est autant moi j'accepte de me laisser influencer par son truc de ouais, ton attente elle me fait chier, autant lui, bah en fait il a fait aussi un chemin de son côté,
Et voilà. Ouais, et du coup, je me pose la question de savoir si c'est une influencée de lui ou si c'est le deuil que tu as traversé de cette attente, parce que lui n'y est pour rien, comme tu le sais très bien et tu le dis très bien. Mais toi, tu as dit, OK, bah, ce plan-là, pour l'instant, c'est mort. Donc, je vais vivre cette relation comme ça et je vais lâcher sur l'attente. Et du coup, bah, c'est plus confortable aussi pour toi, même si ça a duré que quelques semaines, quelques poignées d'heures finalement. Mais il y a quelque chose aussi qui était plus confortable à vivre dans la relation, tout en ne remettant pas en péril la relation. Ouais, mais ça a failli, tu vois, parce que moi, j'étais vraiment dans un truc de bon, Bah bah, ouais, est-ce qu'on reste ensemble, quoi. bah Enfin, bien du coup, sûr, c'était une énergie qui me faisait un peu peur. Si je parle d'influence, c'est parce que, en fait, en l'occurrence, le petit pas que je suggérais à Jordan pour venir ici, c'était de passer son permis. Je dis, bah, si tu passes ton permis, ce sera seulement à faire quand tu seras prêt à venir. Et donc, lui, ça le faisait chier, mais parce qu'il a toute une bien histoire sûr. sur ce truc de passer son permis. Donc, en fait, on en a déjà parlé. Et c'est juste que une fois que moi j'ai un peu genre fait le deuil de mon attente, bah, il a repris cette suggestion, donc c'est quand même plutôt moi qui l'ai introjecté, mais il se l'est Bien approprié. sûr, Et là, ça devenait plus mon truc que j'essaie de lui faire passer son permis, bien sûr, carrément. mais son processus à Donc, lui où il se dit par lui-même, c'est vrai que ce serait pas con de passer son permis. c'est clair. Et c'est pareil ce que je racontais sur le fait de changer soi, en fait, tout à l'heure sur l'autre exemple. Il y a bien quelque chose qui part de nous dans la relation. Et quoi qu'il aurait pu faire, c'était plus confortable, même si ça ne l'a pas été à un moment donné. Tu aurais peut-être plus duré 6 semaines ou 2 mois. On le saura jamais, hein, mais donc du coup, voilà. Et puis même s'il revenait sur sa décision, tu auras fait son chemin et lui aussi. Ouais. C'est ça qui est nécessaire aussi, à mon sens. Tu as le droit aussi de dire après, putain, j'ai plus envie que tu viennes. Mais merde, j'ai pas passé le permis. Ouais, chouchou, mais là, pour l'instant, je suis plus prête. Ah, ok, merde. Oui, c'est pas. Non, mais Voilà, je en veux fait, dire, tout est ça possible, mais n'engage à bien rien, sûr. effectivement. Mais carrément, tu vois. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que vous êtes dans cette co-création de la relation et cette humilité, cette simplicité, cette force. Et c'est magnifique de pouvoir s'épauler comme ça dans cette. Bah, c'est pas le cas de tout le monde, hein, puisque c'est bien ce qui est écrit là dans les témoignages. Hein, c'est des demandes aussi et c'est légitime. Non, Mais mais c'est en même temps, très porteur, c'est pour ça qu'on est là en tant qu'accompagnante aussi. carrément. C'est pour vous aider. Alors l'idée c'est pas de se dire Moi, j'y voilà suis, moi ce que je vis dans ma relation, j'ai tout compris et puis c'est voilà. clair. Mais en même temps, bon, on a quand même fait un petit chemin Magnifique. qui nous permet aussi d'accompagner les gens qui souhaitent faire ce chemin à leur tour. Et, puis, et ce chemin, il est possible. Mais Voilà. c'est très inspirant. Dans quel timing il se fera pour vous, avec quelles étapes, bah ça, pour l'instant, personne ne sait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est faisable et que personne n'est condamné. Je vois, voilà, des fois des questions. J'en ai eu une encore hier. Est-ce que le couple, c'est possible pour moi? Oui. Moi, je crois sincèrement que vivre une belle relation, c'est possible à n'importe Bien qui, sûr. s'en donne les moyens, jusqu'à ce que ça arrive. Et il va y avoir des découragements et il va y avoir des putain, j'en ai marre. Ça fait partie du chemin. Et l'idée, c'est de ne pas laisser ces découragements prendre le dessus et de se dire, mais en fait, je suis dans une phase de découragement et ça ne remet pas en question le projet. Ça ne veut pas dire, bon, bah vas-y, c'est bon, j'en ai marre, je vais finir ma vie seule. Non, Ouais, et si je rebondis sur l'histoire que tu viens de témoigner, et je te remercie aussi pour ça, c'est des fois on définit son couple en disant si je ne vis pas avec lui, je ne suis pas en couple, donc c'est mort. Mais non, en fait, le couple il peut se vivre mais de tellement de manières en fait. Et ça aussi c'est important de prendre du temps pour reconsidérer ce que nous considérons bah, par rapport à notre histoire, notre famille, les parents divorcés, patin couffin, toutes nos réparations internes, tout ce qu'on a traversé pour considérer que ça c'est un couple ou ça n'en est pas, ou que je suis en couple et que je ne le suis pas. Ça fait partie de l'histoire aussi. encore vaste sujet que la Sujet, vision hein. du couple et de Mais l'engagement, carrément. mais c'est effectivement des notions capitales. Et donc, du coup, de la suradaptation, ça n'est un couple ou ça n'est pas un couple. Ben ouais, mais non. Du coup, il est 10h03, il faut qu'on se quitte. Tu as Yes. quelque chose à faire. Je te remercie infiniment, Gaëlle. Vraiment, merci pour ce Et partage. ben avec
plaisir. Merci Nathalie. Et puis bah voilà, je crois qu'il va y avoir Le replay normalement. Si Instagram veut bien, parce que la semaine dernière, j'ai fait un sur le sommeil et je ne sais pas, il est bloqué dans l'archive. Un cauchemar. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Je sais plus. Non, j'ai pas fait tant de live que ça. Ah, bah, je suis contente alors. C'est cool. Et du coup, je mets sur YouTube tous les lives. Et après, je mets dessous. Si tu veux donner des informations, en général, je vais fouiller chez la personne et je mets ton site, tes trucs, tes machins, ton Insta, ton Facebook, ton YouTube, tout le bazar. Et les gens sont autonomes, ils vont le chercher chez toi après. Et après, ils me disent « Oh, Nathalie, grâce à toi, donc je suis contente. » Voilà. Super. Ben, n'hésitez pas, en tout cas, si suite à ce live, vous avez des questions, vous pourrez toujours poster des commentaires en commentaire de ce live. Donc, on se fera un plaisir de continuer la discussion. Avec plaisir. Et donc, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Hein. Merci. Merci.